Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui nous continuons sur le sujet numérique de la stratégie de contenu dans cette partie 3. Dans la première partie, bien, nous avions vu la planification éditoriale et calendrier de publication. Alors bon, je vous conseille effectivement, si vous n'avez pas écouté la partie 1 ou la partie 2 qui traitait des types de contenus à produire pour cette stratégie, je vous encourage effectivement à écouter ces deux parties. Bon, vous pouvez écouter aussi cette partie sans forcément avoir écouté les deux autres parties précédentes. Dans cette partie 3, bien, nous allons voir les techniques de rédaction web et les techniques de rédaction SEO, les conseils pour effectivement appliquer au mieux cette stratégie digitale durant la rédaction. Avant de commencer, eh bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc là, nous allons voir effectivement deux parties. La première, bien, ça va être la technique de rédaction web. Donc on va être clair, même globalement, la rédaction web efficace et l'optimisation pour les moteurs de recherche SEO sont essentiels pour attirer et retenir l'attention des visiteurs tout en améliorant effectivement le classement de pages de votre site web sur les moteurs de recherche. En fait, quand on rédige, c'est le côté un peu paradoxal, on rédige et pour les moteurs de recherche et aussi pour de l'humain. Donc c'est ce que l'on va essayer de vous donner quelques techniques de rédaction, en sachant que moi je donne des formations effectivement sur des techniques de rédaction web. Bon, là je ne vais pas vous réduire les journées de formation à un podcast, mais l'idée effectivement c'est de vous donner quelques techniques quand on rédige pour le web. La première chose, ça va être effectivement de comprendre votre audience. Alors je le sais, je le ferai un jour. Il y aura un podcast effectivement sur la création de personas. Mais voilà, un persona, c'est quoi? C'est effectivement une personne qui va représenter une audience de votre site, par exemple les jeunes, les femmes, les professeurs, voilà, ça va être les ouvriers, les experts comptables, enfin voilà, quelqu'un qui va venir sur votre site, une audience, voilà, vous allez la représenter à l'aide des personas, ce qui va vous permettre effectivement de vous aider à guider la rédaction de votre contenu. Qu'est-ce que cette personne vient chercher? Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Quand est-ce qu'elle va venir? Sur quel appareil elle va venir? Voilà, donc ça effectivement, il va falloir à travers ces personas identifier les besoins, les intérêts, les défis de vos audiences pour créer effectivement un contenu pertinent et utile. Donc là, effectivement, il vaut mieux passer plus de temps à se préparer et à faire correctement les personnages que l'on va faire vivre avec le site web. Comme je disais, la stratégie, c'est pas quelque chose où on le fait une fois par an et puis merci, au revoir. Non, ce sont des choses, effectivement, il va falloir les suivre cette performance-là, suivre l'évolution, et c'est la même chose, effectivement, par rapport à ces audiences-là. Donc une fois que vous avez fait déjà ce premier type de travail, et donc quand vous rédigez, mais vous pensez toujours aux personas, donc vous pouvez avoir des personas qui ont des besoins communs, ça peut tout à fait arriver. Quand vous allez rédiger votre contenu, avant tout, il va falloir le structurer. Donc si par exemple c'est un article de blog, comme on a vu sur la partie 2, les titres et les sous-titres. Donc moi effectivement en général qu'est-ce que je fais, c'est le conseil que je vous donne, c'est que moi je rédige d'abord les contenus, je fais pas forcément l'introduction et la conclusion, et c'est une fois que j'ai fini mon contenu que oui je vais rédiger mon introduction et ma conclusion.
parce qu'il peut être difficile effectivement de rédiger directement l'introduction, si voilà, alors que si vous avez déjà le contenu, le corps du texte c'est déjà beaucoup plus simple. Mais il va falloir que vous structuriez votre contenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un titre H1. Le titre H1, c'est le titre principal et il n'y a qu'un seul titre principal par page. Donc vous avez votre titre principal H1. Et ensuite, vous avez des sous-titres que l'on peut appeler H2. Et si vous avez encore des sous-titres dans les H2, ça va être des H3, des H4, des H5, H6. Voilà. Bon, la réalité, c'est qu'en général, limitez-vous quand même jusqu'au H3. Hein, voilà. Mais c'est pareil, structurez votre contenu pour faciliter la lecture. Pareil, vos paragraphes qui vont être en dessous de vos titres H2 ou H3, il faut écrire des paragraphes courts pour rendre les contenus lisibles. Euh, et donc effectivement, essayez de créer un équilibre au sein de vos paragraphes et de vos titres et autres, etc. Si vous avez un H2 et qu'en dessous vous avez 400 mots et après vous avez le H2 suivant, vous avez juste 100 mots, il y a un problème quelque part. Donc là, vous avez une mauvaise structuration au niveau de votre article. Donc essayez effectivement d'avoir une structure qui soit équilibrée et régulière. Pareil, si vous pouvez penser à mettre des listes à puces ou numérotées, hein, s'il y a l'intérêt, effectivement, la numérotation apporte quelque chose. Donc c'est vrai que les listes, ça permet de présenter des informations de manière claire et concise. C'est pareil, me mettez pas des listes partout. Certains rédacteurs, moi, ils me livrent des contenus. Ah, alors, il y a des titres, hein, ça c'est bien, il y a un titre H1, il y a des titres H2, il y a des titres H3, mais après, il n'y a que des listes. Non. Ça peut être utile, mais il y a des moments, écrire des vraies phrases, hein, sujet, verbe, complément, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est pareil, une liste, si vous faites une liste avec juste 2 puces, ça ne sert à rien. Une liste, ça commence à partir de 3. Et c'est pareil, ne mettez pas des listes de puces jusqu'à 9 éléments. Pareil, essayez de réduire 5, allez, peut-être, allez, maximum peut-être 7 et encore. Mais voilà, essayez quand même, pareil, de faire des listes de puces équilibrées et d'éviter d'en mettre partout. Essayez, le troisième élément hein, de cette rédaction web, c'est essayer effectivement de d'écrire de manière claire et concise. Hein. Utiliser un langage simple, hein, éviter le jargon technique, hein, sauf si c'est nécessaire. Ça dépend des audiences, ça dépend effectivement des activités, mais souvent je travaille avec différents types de milieux. Et le gros problème, c'est que eux effectivement ont leur jargon technique, mais de leur expliquer, vous êtes gentil, mais vos clients il y a certains types de mots, les anachronismes, ils ne les connaissent pas. Hein. Donc vous allez écrire de telle sorte que l'on puisse comprendre facilement votre domaine, les services, les produits que vous vendez. Pour vous, c'est peut-être clair, mais ce n'est clair que pour vous au sein même de votre entreprise. En dehors, ça ne l'est pas forcément. Donc, il faut toujours utiliser un langage simple et si on utilise certains mots, ben, les définir. Voilà. Pareil, quand vous écrivez, essayez des phrases actives, hein. Préférez la voix active pour rendre votre contenu plus dynamique. Hein. Ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Et la clarté, soyez clair, soyez direct dans vos explications. Hein. Évitez de rajouter des mots parce que ça fait bien ou voilà, ça sert à rien d'allonger du contenu. Comme vous le savez, les gens sur les sites web ne lisent pas, ils scannent, hein. Ils lisent en diagonale effectivement. On ne lit pas de la même manière, on lit un livre que l'on lit une page d'un site web. Donc ça aussi, c'est pareil. Réduisez le contenu. Moi, quand j'ai des rédacteurs et qu'ils ont, par exemple, j'ai travaillé pour la presse écrite, on ne copie-colle pas un article de presse écrite, on ne la met pas sur le site directement du journal. Non, l'article est retravaillé. Pourquoi? Parce que bien, on sait que les gens vont lire d'une certaine manière, ils vont consommer d'une certaine manière les informations entre le
journal papier et le site web. Donc il faut automatiquement retravailler et réduire certains mots ou certains éléments qui peuvent passer effectivement sur de l'écrit, mais qui ne passeront certainement pas sur un support numérique. L'autre technique, eh bien, ça va être d'utiliser des appels à action. Hein, c'est ce qu'on appelle des CTA, hein, des call to action en anglais. C'est pareil, quand vous écrivez une page web, c'est pas juste pour dire oui, regardez, j'ai une jolie page web. Non, ça marche pas comme ça. L'idée, c'est que par rapport à vos audiences, vous avez des objectifs. Donc, vous allez lui mettre un call to action. Donc, c'est quoi? C'est inciter vos lecteurs à agir, que ça soit à cliquer sur un lien, en s'inscrivant sur une newsletter, à acheter un produit, à télécharger une brochure, à remplir un formulaire. Mais quand vous écrivez du contenu, normalement, vous devez avoir des appels à action, des call to action, des CTA sur vos pages. Et bien sûr, sur chacune de vos pages. Et bien sûr, il faut que ces CTA soient clairs. Hein. Assurez-vous que vos appels à action soient clairs et faciles à comprendre. Hein. Si on doit cliquer sur un bouton, ben on doit comprendre que c'est un bouton. Si je dois cliquer là, c'est là parce que je vais télécharger la brochure. Enfin, voilà, c'est pareil, vous devez avoir des CTA qui sont clairs au niveau visuel. Le dernière technique de rédaction web que je voudrais vous présenter, c'est l'inclusion des éléments visuels. Du texte, c'est bien, comme je disais, hein, quand j'ai commencé à faire du web, effectivement, on n'avait que du texte, bon, et les images, elles étaient lourdes, bon, enfin bon, voilà, mais effectivement, les images, les vidéos ou les infographies, ce sont des éléments de cassure visuelle. Ça veut dire que ça va permettre à l'œil humain de respirer à un moment donné dans la lecture et de avoir un côté assez agréable dans l'effort de lecture d'une page. Par contre, effectivement, donc, mettez des images, hein, mais qui soient pertinentes pour illustrer vos points. Mettre une image parce qu'elle est jolie, c'est pas pertinent. Ça sert à rien, ça alourdit la page. Donc voilà, utilisez des images pertinentes pour illustrer vos points. Pour les infographies, pareil, elles doivent permettre de visualiser des données complexes et elles doivent être lisibles. Hein, j'ai l'exemple d'un client où ces infographies, elles étaient très bien. Le problème, c'est qu'elles étaient réduites, elles étaient pixelisées, elles étaient illisibles. Donc ça aussi, faites-y très attention. Et pareil, des vidéos, si vous mettez des vidéos pour diversifier votre contenu, c'est ce qu'on a vu dans la partie 2, mais pareil, des vidéos qui soient pertinentes. Si c'est juste pour voir des jolis aigles, des jolies verdures et autres, etc. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à votre site? Posez-vous aussi la question. Et aussi par rapport, je le répète, à vos personas. Hein. Comprendre votre audience, c'est le premier point qu'on a vu ensemble. C'est oui, quand vous créez du contenu, que ce soit de texte, image, infographie ou vidéo, réfléchissez toujours qu'est-ce que ça apporte à mon audience. Je voudrais effectivement maintenant vous présenter certains types de rédaction, mais plutôt des techniques SEO. Donc, la première que je voudrais que l'on voit ensemble, eh bien, c'est la recherche de mots-clés. Hein. Pareil, on l'a déjà évoqué dans le point numéro 1 de ces podcasts. Faites une recherche de vos mots-clés. Pour ça, vous avez des outils. Hein. Vous avez Google Keywords Planner, vous avez SEMrush, vous avez Ahrefs, par exemple, pour essayer d'identifier des mots-clés pertinents. Je le répète, Google est votre ami. Hein, si vous n'avez pas accès, parce que voilà, mais au moins vous avez Google, donc essayez effectivement à travers de Google, à travers vos recherches, de voir les mots-clés, les propositions de mots-clés que Google peut vous faire. Analysez vos concurrents. Identifier ce que l'on appelle les mots-clés de longue traîne. Ça veut dire que ce sont des mots-clés, pas juste un seul mot. Hein, par exemple, comme pizza. Hein, non. Mais par exemple, pizzeria Toulouse ou pizzeria, voilà, ce genre de choses, Blagnac. C'est-à-dire plusieurs mots-clés. Plus il y a de mots-clés, plus l'intention est compréhensible. Et ça peut effectivement, si vous êtes gérant d'une pizzeria, effectivement, ça va vous intéresser. Alors que pizza, c'est tellement généraliste comme mot, c'est un mot plutôt de courte traîne. Cherchez plutôt des mots de longue traîne pour effectivement attirer un trafic
plus qualifié, plus petit mais plus qualifié. Essayez surtout de comprendre les intentions de recherche derrière les mots-clés pour créer du contenu qui répond aux besoins des utilisateurs. Il y a des fois, moi j'ai des clients, ils arrivent avec certains mots ou non, déjà c'est impossible de se positionner et déjà de dire est-ce que quelqu'un va taper ce type de mots-clés. Par exemple, pizzeria Toulouse, bon ça peut se comprendre, mais par exemple si je tape restaurant Paris, personne tape restaurant Paris. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher plutôt par arrondissement, ils vont chercher un type de restaurant. Enfin bon, voilà. Donc il y a certains mots, il n'y a aucun intérêt. Essayez de comprendre ce que vont taper les gens et essayez de vous positionner par rapport à ces intentions de recherche. On ne fonctionne plus, le web ne fonctionne plus comme en 2010 ou oui, allez, soyez gentils. Google 2010, c'est pas le Google 2020. Avant, effectivement, les gens cherchaient par mots-clés, mais Google était un bête. Ça veut dire que si vous tapiez je souhaite éviter les poulets, pour Google, un poulet, c'était l'animal. Il ne comprenait pas que ce que le second mot, le sens caché de ce que veut dire éviter les poulets, ça veut dire éviter la police. Bon, voilà, aujourd'hui, Google est capable de le comprendre. Et donc, il faut comprendre l'intention de recherche de la personne. Et pas juste un ensemble de mots-clés sans sens entre. L'autre conseil et technique SEO pour la rédaction de votre contenu, pareil, ça va être optimiser vos titres et vos balises méta. Donc c'est bien, vous avez fait votre balise H1, souvenez-vous, il y en a une seule par site, mais c'est pareil, pensez à mettre des mots-clés pertinents dedans et assurez-vous qu'ils soient attrayants. Pas juste, voilà, j'ai trouvé ces mots, hop, je l'ai mis. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins, ça y est, j'ai mis mon mot-clé pertinent dans mon titre. Non, rappelez-vous, vous devez plaire à Google, mais vous devez aussi plaire à l'humain. Donc, soyez attrayant des sites, pareil, des titres actifs au niveau et qui vont attirer effectivement le lecteur et votre personas. La même chose, les métadescriptions qui apparaissent sur Google et que vous devez renseigner effectivement dans votre CMS ou si vous éditez vos pages manuellement, les métadescriptions, elles doivent être claires, elles doivent être engageantes et elles doivent inclure des mots-clés qui incitent aussi les utilisateurs à cliquer. Ça aussi, c'est un très gros problème que j'ai avec beaucoup de clients. Alors quand ils ont pensé à faire la métadescription, ça c'est bon, c'est déjà bien, mais voilà, ça doit inciter les gens à cliquer depuis Google quand ils lisent la métadescription. Donc pareil, et d'avoir aussi les mots-clés, ça aussi très important. Voilà, donc ça fait partie, déjà si la personne elle fait le titre H1 correct et la métadescription, bon, c'est déjà bien. C'est pas tout, mais c'est déjà bien. Pensez bien sûr à utiliser les mots-clés dans le contenu. Voilà, alors il y a ce qu'on appelle la densité des mots-clés, donc intégrer naturellement vos mots-clés dans le contenu sans en abuser. J'avais travaillé effectivement avec un grand service, on va dire, de vente de cigarettes et de cigares. Et donc, dans la partie cigares, la page c'était bonjour, nous vendons des boîtes à cigares, venez voir nos boîtes à cigares dans notre très large choix de boîtes à cigares. Donc en fait, il m'avait répété 5-6 fois dans le titre et dans le contenu boîte à cigares. Donc non, l'idée c'est pas plus vous aurez de mots-clés. Ça c'est pareil, ça marchait il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, ça marchait sur Google de répéter le même mot-clé. Non, là aujourd'hui ça marche plus. Effectivement, pensez plutôt à des variations de mots-clés, utiliser des synonymes, des variations de mots-clés principaux. Ça va éviter effectivement ce système de surcharge de mots-clés. Et pareil, vos balises de titre H2, H3, qui vont structurer votre contenu, puisqu'on l'a vu précédemment, et bien effectivement de structurer correctement et d'utiliser vos mots-clés secondaires toujours dans ces textes-là. Tout est lié, la rédaction. Il ne faut pas opposer la rédaction de contenu à des techniques SEO. Il faut comprendre que c'est une matrice et que normalement tout doit s'enchaîner naturellement. De toute manière, faire de telle sorte que ça soit aussi naturel entre guillemets pour le moteur de recherche qui va indexer votre contenu et le lire, ou que ça soit de l'humain.
L'autre technique SEO, eh bien, c'est les liens internes et externes. Donc c'est pareil, si au sein de votre site web, vous avez des pages pertinentes qui traitent du même sujet, mais ajoutez des liens vers ces pages-là. Alors là, je parlais pour des articles, des articles de blog, mais même pour vos pages, effectivement, vous devez améliorer la navigation et l'autorité de votre site. Je ne vais pas le traiter là, mais voilà, plus vous allez faire des liens internes pertinents, mieux c'est pour votre référencement et aussi pour retenir et montrer votre expertise à vos visiteurs. Si vous avez la possibilité, ben aussi faites des liens externes, liés, essayez à ce que d'autres sites effectivement fassent des liens, des backlinks vers votre site. Ça, c'est des choses aussi très importantes. Mais c'est pareil, quand vous rédigez du contenu, vous pouvez aussi mettre des liens externes, ce qui va permettre effectivement de crédibiliser votre contenu et renforcer la crédibilité de votre site. L'autre élément, eh bien, ça va être l'optimisation des images. Alors pareil, pensez à remplir les balises alt, que ce soit pour l'accessibilité, mais aussi pour les moteurs de recherche. Voilà, donc ça c'est très 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 important. Les noms des fichiers, faites-y aussi attention. Alors moi, c'est pas forcément sur quelque chose que je pousse, de dire oui, vous devez avoir des noms de fichiers avec les mots-clés et autres, etc. Mais quand même, avoir des noms de fichiers compréhensibles, c'est quand même bien. Et aussi, pensez s'il vous plaît, à avoir la compression des images. Ça, c'est plutôt pour la performance. Mais voilà, des images à 16 mégas, c'est pas possible. Alors oui, effectivement, on a la fibre, mais rappelez-vous quand même que les pages doivent se charger vite, autant pour Google, pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les utilisateurs. Le sixième point que je voulais que l'on voit ensemble, la technique SEO, ben, c'est mobile friendly. Alors on pourrait même dire full mobile. Vous le savez très certainement, Google, quand il indexe en mode mobile. Donc effectivement, vous devez avoir un design réactif. Il doit être optimisé pour vos appareils mobiles. Et aussi, faites attention à la vitesse de chargement. Donc ça, vous avez des outils comme Google Page Speed Insight qui permet effectivement de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas sur votre site et comment vous pouvez améliorer le chargement parce que ça, c'est un critère SEO important. Pareil, souvenez-vous, SEO, contenu de qualité et régulier. Le SEO, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Donc, publication régulière, publier du contenu de manière régulière pour maintenir l'intérêt des utilisateurs et des moteurs de recherche. Et surtout, ayez une qualité de contenu. Oui, effectivement, aujourd'hui, l'IA arrive sur le marché. Le problème, c'est que l'IA, aujourd'hui, c'est pas forcément du contenu qualitatif. Donc, du full IA, ça marche pas. Donc, voilà. Créer du contenu, partager de la valeur, c'est ce qui fera effectivement que votre stratégie de contenu fonctionne. Et bien sûr, je le répète, toujours, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est le suivi et l'analyse de la performance. Donc pour ça, vous avez Google Analytics, bon, il y a d'autres solutions, soyons clairs, mais utilisez Google Analytics pour suivre les performances de votre contenu, pour votre SEO, pour identifier effectivement les domaines à améliorer, voir ce qui fonctionne pas et autres, etc. Et utilisez aussi la Google Search Console, par exemple, pour surveiller les performances de votre site dans les résultats de recherche de Google, mais ça vous aidera effectivement pour les autres moteurs de recherche. Il existe aussi la Bing Search Console du moteur de recherche Bing qui est très bien aussi et ça vous permettra aussi de corriger les erreurs signalées. Voilà. Et bien c'est sur cette dernière parole que se termine cette série de podcasts et j'espère qu'elle vous a plu sur la stratégie de contenu. On reviendra très certainement, comme je vous disais, sur les personas ou peut-être sur des choses plus détaillées suivant ce qui peut vous intéresser. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue à échanger sur le sujet et je vous dis à bientôt.